Lorsque la police est arrivée sur les lieux d'un appel à Prairie Lane, la première chose qu'ils ont vue dans l'arrière-cour était 3 petites fosses fraîchement creusées. Dans chacune était plantée une croix en bois faite maison. Les dimensions de ces monticules ont provoqué chez le patrouilleur un sentiment d'angoisse immédiat et une compréhension claire de la raison pour laquelle elles auraient pu être faites. À côté se trouvait une pelle de jardin, sur laquelle les experts de la police scientifique ne trouveraient plus tard qu'un seul jeu d'empreintes, celle de la propriétaire de la maison, Sarah Jenkins. Les officiers sont entrés. Sarah était assise par terre dans le salon, le dos appuyé contre le canapé. Elle était silencieuse et immobile, comme si elle ne remarquait pas les policiers qui venaient d'apparaître à côté d'elle. Son regard semblait vide et absent, comme si elle était loin et ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle. Son mari, David Jenkins, attendait déjà dehors. C'est lui qui avait appelé la police et il a immédiatement remis aux officiers le journal intime de sa femme pour montrer son état psychologique. Les entrées du journal contenaient des mots troublants sur la nécessité de protéger Emma, Lucy et Matt d'une certaine obscurité à venir. En plus du journal, David a également remis aux policiers une correspondance avec la sœur de Sarah, où celle-ci exprimait son inquiétude quant au fait que le traitement de Sarah ne donnait aucun résultat. Il semblait que les preuves désignaient clairement Sarah. Elle était la seule suspecte et a été immédiatement envoyée à l'hôpital sous surveillance médicale. Les experts de la police scientifique continuaient de travailler sur les lieux, mais ne trouvaient aucune autre trace qui pourrait indiquer l'implication de quelqu'un d'autre. Cependant, l'inspecteur arrivé sur les lieux a trouvé étrange la manière active dont David fournissait des preuves contre sa femme. Plus il parlait, plus l'inspecteur avait le sentiment que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. C'est ce sentiment qui l'a poussé à creuser plus profondément. Jusqu'à ce matin-là, dans la ville de Brandon, personne n'aurait pu imaginer que le nom de Jenkins serait prononcé dans un contexte aussi sombre. Les voisins de la famille de David et Sarah ont mis longtemps à se remettre de ce qu'ils avaient vu dans l'arrière-cour de leur maison, car la famille Jenkins avait toujours été considérée comme exemplaire, à tel point que même à la police, en recevant le premier appel de leur adresse, l'officier a d'abord pensé à une erreur. David Jenkins avait alors 34 ans. Il était fermier et gérait depuis de nombreuses années la ferme familiale héritée de ses parents. David était respecté dans la région, un homme responsable, travailleur et calme, toujours prêt à aider ses voisins. Il pouvait prêter du matériel, aider aux récoltes. On le voyait tous les jours, à peu près à la même heure au travail, sur les marchés fermiers, aux réunions de la communauté locale. Sarah avait 32 ans et s'occupait principalement de la maison. Les voisins se souvenaient d'elle comme d'une femme très accueillante et bienveillante. Sarah aimait s'occuper du jardin devant la maison, échangeant souvent des recettes avec ses voisines. Personne ne l'avait jamais vue de mauvaise humeur. Elle souriait toujours. Et de l'extérieur, il semblait que la vie de cette famille était littéralement imprégnée de chaleur et de soins. La famille Jenkins était presque toujours vue ensemble. Les voisins décrivaient leur maison comme un endroit d'où provenaient souvent des rires d'enfants et de la musique. Une des voisines a même noté qu'en plusieurs années, elle n'avait jamais entendu personne hausser le ton ou se disputer dans cette maison. Aux fêtes et événements locaux, ils apparaissaient toujours ensemble et avaient l'air d'une famille absolument heureuse et unie. Pour essayer de comprendre comment les Jenkins vivaient avant ce matin terrible, la police a saisi plusieurs photographies de leur maison. Sur l'une d'elles, prise seulement quelques mois avant les événements décrits, en juillet 2017, la famille était photographiée dans le jardin devant leur maison. David et Sarah se tiennent l'un à côté de l'autre, souriant à l'appareil photo, et autour d'eux, 3 enfants. Liam, qui avait alors 7 ans, Chloé, qui venait d'avoir 5 ans, et le plus jeune, Owen, qui venait d'avoir 3 ans. Tous les 5 avaient-ils l'air si heureux et insouciants que les policiers, en regardant cette photo après ce qu'ils avaient vu dans la cour, ressentaient une incroyable sensation de dissonance. Cette photographie est devenue le point de départ de l'enquête, parce qu'elle montrait clairement à quel point la vie dans cette maison était normale et prospère quelques semaines seulement
avant que la police ne reçoive l'appel et ne découvre 3 croix dans l'arrière-cour. Mais c'est précisément à cause de cette perfection apparente et de cet ordre exemplaire que les enquêteurs allaient devoir vérifier si tout était vraiment si idéal. David a raconté à la police qu'il s'était réveillé vers 6 heures ce matin-là. La première chose qu'il a remarquée, c'est le silence complet. Habituellement, la maison se réveillait bien plus tôt. À cette heure-là, on pouvait déjà entendre des pas dans l'escalier, des voix étouffées et des bruits venant de la cuisine. Mais ce matin-là, c'était absolument silencieux. Il s'est levé et s'est d'abord dirigé vers les chambres de Liam, Chloé et du petit Owen. Tous les lits étaient vides. Les couvertures étaient légèrement repoussées, comme s'ils venaient de se lever et de partir quelque part. David est descendu et a vu Sarah. Elle était assise par terre dans le salon, le dos contre le canapé. Selon David, il l'a appelée plusieurs fois par son nom, mais Sarah n'a pas réagi. Elle regardait simplement devant elle, comme si personne n'était là. Alors il est sorti dans l'arrière-cour, et là, un sentiment de panique l'a envahi. David a décrit aux policiers ces 3 monticules de terre fraîchement retournés et les croix. Il dit que c'est à ce moment-là qu'il a compris. Quelque chose de très grave s'était produit, et la seule personne qui pouvait y être impliquée était sa femme. L'appel au 911 a été passé par David à 6h23. Sur l'enregistrement de la conversation, sa voix est calme et claire, mais visiblement tendue. Il dit à l'opérateur que sa femme a peut-être fait quelque chose de terrible et qu'il ne trouve pas Liam, Chloé et Owen. Lors du premier interrogatoire, David était calme, précis et cohérent. Il a parlé en détail de l'état de Sarah au cours des derniers mois, soulignant qu'elle était en profonde dépression. Il a de nouveau mentionné le journal où Sarah écrivait sur une certaine obscurité à venir dont il fallait protéger les enfants, et a également fourni à la police son téléphone avec la correspondance de la sœur de Sarah, confirmant son état grave. Pour les enquêteurs, ces informations sont devenues clés. Le tableau se dessinait sans ambiguïté et le mobile semblait clair. Mais un des inspecteurs dira plus tard qu'autre chose l'a troublé. David parlait de tout ce qui s'était passé de manière trop calme et cohérente. Il remettait trop facilement à la police des preuves contre sa propre femme. Ce détail, apparemment insignifiant, a plus tard forcé l'enquête à examiner l'affaire sous un autre angle. Quelques jours après le début de l'enquête, la police a reçu le premier rapport officiel du laboratoire de criminalistique. Le point principal de ce rapport était cette fameuse pelle, trouvée près des 3 croix dans l'arrière-cour de la maison des Jenkins. Dès le début, il était évident qu'elle deviendrait la pièce à conviction centrale de l'affaire, et cela était maintenant officiellement confirmé. Les experts ont examiné attentivement l'outil et ont tiré une conclusion sans équivoque. Les empreintes digitales sur le manche de la pelle appartenaient à Sarah Jenkins. Sur le métal de la lame, des particules de terre ont été découvertes, que les experts ont comparées avec des échantillons de sol des 3 monticules frais dans la cour. Les résultats correspondaient à 100%. La conclusion du laboratoire était sans appel. C'est bien avec cette pelle que les 3 fosses, marquées par des croix, avaient été creusées. Aux yeux de la police, cela ressemblait déjà à une preuve solide, presque irréfutable, de la culpabilité de Sarah. Face à ces résultats, les enquêteurs sont revenus aux déclarations de David Jenkins. Il insistait toujours sur le fait que Sarah était dans un état extrêmement instable ces derniers mois et disait des choses étranges. Il a confirmé qu'il n'avait jamais vu la pelle à cet endroit auparavant. Selon lui, les outils étaient toujours rangés dans une petite remise et Sarah n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le jardinage ou les travaux de terrassement. L'équipe d'enquête a décidé de commencer les fouilles pour confirmer ou infirmer définitivement les pires soupçons. Tout le monde comprenait que cette étape pouvait devenir un tournant dans l'enquête. C'est pourquoi le processus s'est déroulé avec la plus grande prudence et attention. En travaillant très soigneusement et méthodiquement, les experts ont commencé à déblayer chacun des 3 monticules. À ce moment, la tension a atteint son paroxysme. Chez les enquêteurs, les voisins, et même chez les officiers de police expérimentés, habitués à voir toutes sortes de choses.
La première tombe a été entièrement ouverte après 2 heures. Ils n'y ont absolument rien trouvé. Seulement de la terre. Aucune trace de ce qui était attendu. Les spécialistes ont poursuivi leur travail, examinant chaque pelletée de terre. La deuxième fosse s'est également révélée vide. Aucune trace et aucun reste. Lorsque la troisième tombe a finalement été entièrement excavée et n'a rien donné non plus, un sentiment de confusion totale et d'incompréhension s'est emparé de tous ceux qui assistaient aux fouilles. Ce qui ressemblait à une tragédie évidente et presque prouvée s'est soudain transformé en une histoire complètement différente. Le fait que les tombes soient vides a déconcerté non seulement l'enquête, mais aussi les habitants locaux qui suivaient les événements. D'un côté, il y avait la mère, Sarah Jenkins, avec de graves problèmes psychologiques, confirmés par des écrits et les témoignages de son mari. De l'autre, 3 fosses vides, clairement préparées pour quelque chose de terrible, mais qui pour une raison quelconque étaient restées inoccupées. Maintenant, l'enquête, qui semblait approcher de sa conclusion, a soudainement fait un grand pas en arrière. Les preuves et les faits, qui semblaient auparavant logiques et clairs, se sont transformés en une énigme des plus complexes. La question qui se posait auparavant à la police, qui aurait pu commettre un tel acte, est brusquement passée au second plan. Désormais, les enquêteurs devaient chercher non pas un coupable, mais quelque chose de tout à fait différent, l'endroit où Liam, Chloé et le petit Owen auraient pu disparaître. Peu de temps après, la police a reçu de David une autre preuve importante. Cette fois, il a remis aux enquêteurs le journal intime de Sarah. Il a affirmé l'avoir trouvé par hasard en triant ses affaires. Le journal était en mauvais état. Les pages étaient bully-froissées par endroits, les entrées souvent interrompues, chaotiques et clairement écrites dans un état de grande détresse émotionnelle. Une entrée datée du 15 août 2017 a particulièrement attiré l'attention des inspecteurs. Sarah avait écrit « Ils me regardent. Je sens leur regard constamment. Je dois les cacher, là où personne ne les trouvera. » Le texte était écrit d'une main tremblante, presque illisible. Il y avait beaucoup d'entrées similaires. Elles étaient toutes écrites dans un style semblable, courtes, angoissantes et dépourvues de toute clarté. Les mots s'en mêlaient. Parfois, elles commençaient une phrase et passaient brusquement à une autre. À certains endroits, les pages étaient beaucoup couvertes de symboles et de dessins étranges qu'un psychologue a plus tard interprétés comme des signes de tension émotionnelle et de confusion grave. En plus du journal, David a également remis à la police un téléphone contenant une correspondance entre la sœur de Sarah et lui-même. Dans un des messages, la sœur de Sarah écrivait sans détour « J'ai peur pour elle et pour eux ». Elle répète constamment qu'elle doit protéger Liam, Chloé et Owen d'une menace qui n'existe pas. Dans une autre conversation, la sœur notait que Sarah avait cessé de prendre les médicaments prescrits par son médecin car elle pensait qu'ils aggravaient son état. Lorsque les enquêteurs ont examiné ces documents, ils n'avaient presque aucun doute que Sarah était réellement hors d'elle et aurait pu commettre quelque chose de terrible. Tout le tableau de ce qui s'était passé semblait très convaincant. Les entrées dans le journal et la correspondance, les empreintes sur la pelle, son comportement étrange le jour des événements et l'absence de toute trace d'intervention extérieure, tout désignait Sarah. Les psychologues qui ont étudié le journal sont arrivés à la conclusion que les entrées témoignaient effectivement de graves problèmes psychiatriques. Ils ont déclaré que l'auteur des écrits était manifestement désorienté, éprouvait une anxiété et une peur constantes. Pour l'enquête, c'était un fait presque irréfutable. Une personne dans un tel état pouvait tout à fait être dangereuse pour son entourage, y compris pour ses plus proches. Les voisins et les connaissances, en apprenant les résultats des expertises, étaient sous le choc. Tous connaissaient Sarah comme une femme agréable et bienveillante, qui semblait toujours calme. Personne ne se doutait que derrière son sourire se cachait quelque chose de semblable. En ville, on a commencé à discuter activement de ce sujet, et bientôt l'opinion de la majorité des habitants locaux a penché en faveur de l'idée que seule Sarah pouvait être coupable. Sarah elle-même continuait de garder un silence complet.
Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le moment où la police l'avait trouvée assise sur le sol du salon. Les médecins, essayant de la sortir de cet état, ont informé les enquêteurs qu'elle avait probablement subi un choc violent qui avait provoqué une telle réaction. Néanmoins, les médecins ne pouvaient pas exclure qu'il s'agissait d'une réaction de défense de sa psyché après avoir commis des actes graves. Compte tenu de toutes ces circonstances, la police a officiellement déclaré Sarah unique suspecte dans cette affaire. Le parquet a ordonné son placement dans un établissement médical sécurisé où des spécialistes pourraient la surveiller et en même temps assurer la sécurité de son entourage. Pour beaucoup, cela semblait être la bonne décision. Une culpabilité évidente était confirmée par des documents, des preuves et des témoignages. À ce stade, l'enquête semblait pratiquement terminée. La police disposait de preuves convaincantes de la culpabilité de Sarah et avait une image claire de ce qui s'était passé. Même ceux qui doutaient initialement de sa culpabilité, après avoir examiné les éléments du dossier, penchaient vers l'idée qu'il ne pouvait y avoir d'autre explication. Cependant, ce même inspecteur qui avait été le premier à remarquer le calme étrange et la conviction de David s'est remis à réfléchir. Ce qui le préoccupait, c'est que toutes les preuves indiquant la culpabilité de Sarah avaient été remises à la police par son propre mari. De plus, il les avait remises volontairement et presque immédiatement. L'enquêteur avait du mal à comprendre pourquoi David avait accepté si rapidement ce qui s'était passé et, sans essayer de trouver d'autres explications, avait immédiatement désigné sa femme. Mais même ces doutes n'étaient encore que les réflexions d'un seul homme. Officiellement, l'affaire continuait de se développer dans une seule direction et Sarah restait la principale et unique suspecte. Maintenant, une nouvelle tâche se présentait à l'enquête: comprendre si les tombes dans la cour étaient vides ou avaient disparu Liam, Chloé et le petit Owen. Lorsque l'inspecteur principal Miles a rencontré David Jenkins pour la première fois, il s'attendait à voir un homme abattu, complètement anéanti. Habituellement, dans de telles situations, les proches ne peuvent penser à rien d'autre qu'à retrouver les disparus. Mais le comportement de David a immédiatement semblé étrange à l'inspecteur. L'homme ne pleurait pas, ne posait pas de questions sur l'avancement des recherches, ne demandait même pas quelles mesures étaient prises pour retrouver Liam, Chloé et Owen. Au lieu de cela, il s'intéressait à des détails complètement différents. En premier lieu, le statut de sa femme, Sarah Jenkins, et sa position dans l'enquête. Cette circonstance a paru suspecte à Miles et a été consignée par lui dans son rapport officiel. L'inspecteur a commencé à examiner attentivement les documents que David avait précédemment remis à la police. L'histoire médicale de Sarah l'a particulièrement intéressé. Miles a envoyé une demande officielle à l'hôpital local pour obtenir le dossier médical complet de la suspecte. La réponse de l'établissement médical s'est avérée inattendue et a ajouté des complications supplémentaires à une affaire déjà confuse. D'après les dossiers médicaux, il s'est avéré que Sarah avait déjà cherché de l'aide et était suivie par un médecin qui lui avait prescrit un traitement bien défini. Mais après un certain temps, Sarah a cessé de se présenter à ses rendez-vous et a arrêté de prendre les médicaments prescrits. Selon le médecin, Sarah se plaignait que les médicaments ne l'aidaient pas et ne faisaient qu'aggraver son état. Cette information contredisait directement les affirmations de David, qui avait précédemment assuré aux enquêteurs que sa femme refusait catégoriquement toute aide médicale et n'avait jamais suivi de traitement complet. Cette contradiction a obligé Miles à voir la situation différemment. Il est devenu évident pour l'enquêteur qu'il devait examiner plus en détail les relations personnelles du couple et les circonstances de la vie de la famille. Il a commencé à s'entretenir avec les voisins et les connaissances des Jenkins. Bien que les voisins aient déjà parlé à la police de la réputation impeccable de la famille, de nouveaux détails ont émergé après une conversation approfondie avec l'inspecteur. Par exemple, une voisine s'est souvenue qu'environ un mois auparavant, elle avait été témoin par hasard d'une dispute brève mais émotive entre Sarah et David dans l'arrière-cour. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, elle réalisait que c'était la seule fois où elle les avait vus dans un tel état. L'inspecteur a également tenté d'avoir un accès direct à Sarah pour effectuer une première expertise psychiatrique et s'entretenir avec elle personnellement. Cependant, la demande envoyée à l'établissement médical était revenue avec la mention que la patiente était en
stupeur médicamenteuse et que son état actuel ne permettait pas de réaliser les tests et les entretiens nécessaires. L'état de Sarah a surpris Miles. Il savait très bien qu'avant son hospitalisation, elle était complètement apathique, mais n'était pas sous l'effet de médicaments puissants. Maintenant, une nouvelle énigme se posait à l'inspecteur. Pourquoi Sarah était-elle dans un tel état et qui avait exactement donné l'ordre d'un traitement médicamenteux aussi intensif alors que la femme était déjà en état de stupeur? Miles comprenait que sans parler à Sarah, il serait presque impossible de faire avancer l'affaire. De plus, une autre circonstance l'inquiétait. C'était David qui avait donné son consentement pour le placement de sa femme dans cet établissement et il était la seule personne à contrôler ses procédures et de médicales. Il devenait de plus en plus évident pour l'enquêteur que la situation n'était pas aussi simple qu'il y paraissait au départ. Miles avait travaillé sur de nombreux cas similaires et savait très bien que les situations qui semblent trop évidentes et logiques au premier abord cachent souvent des motifs et des circonstances bien différents. Il devait comprendre ce qui se passait réellement dans la famille Jenkins et qui exactement pouvait avoir intérêt à ce que Sarah soit isolée et incapable de communiquer avec qui que ce soit. Ainsi, l'enquête, qui semblait presque terminée à ses débuts, prenait maintenant des tournants de plus en plus nouveaux et complexes. L'inspecteur Miles a commencé à douter de tout ce qui avait été présenté comme des preuves évidentes. La seule personne capable de faire la lumière sur la situation, Sarah elle-même, restait complètement inaccessible, et le seul qui aidait activement l'enquête et témoignait, son mari David, soulevait de plus en plus de questions. C'est à ce moment précis que l'enquête s'est heurtée à un problème objectif qui menaçait d'arrêter complètement la suite des événements. L'impossibilité d'obtenir le témoignage direct de Sarah Jenkins. Miles comprenait que sans ses paroles et ses explications, il serait difficile pour l'enquête d'avancer, tandis que David, qui semblait calme et sûr de ses déclarations, ne se pressait pas d'aider l'enquête à élucider le sort des disparus. Au lieu de cela, il préférait que Sarah reste la principale suspecte et soit maintenue en isolement. Cette circonstance a finalement convaincu l'inspecteur de la nécessité de vérifier plus attentivement chaque mot prononcé par David Jenkins. Et bien que Sarah reste officiellement la principale suspecte, il est devenu évident pour l'inspecteur Miles que dans cette histoire, tout était loin d'être aussi simple qu'il y paraissait au premier abord. Quelques jours après le début de l'enquête, David Jenkins a soudainement décidé de donner une interview à une chaîne de télévision locale. Ce désir même a semblé un peu étrange à l'inspecteur Miles. Généralement, les personnes dans une situation similaire essaient d'éviter l'attention excessive de la presse et se tiennent à l'écart des caméras et des microphones. Néanmoins, David paraissait parfaitement calme à l'écran. Il parlait d'une voix égale, choisissant soigneusement ses mots et faisant des pauses périodiques pour leur donner plus de poids. Pendant l'interview, David a souligné à plusieurs reprises que la famille avait toujours été la chose la plus importante dans sa vie. Et il a qualifié ce qui se passait de tragédie dans laquelle il n'y a pas de coupable, sauf la maladie qui lui a volé sa femme bien-aimée. Il racontait comment il avait essayé d'aider Sarah à surmonter son état, mais que, malheureusement, la maladie s'était avérée plus forte. David n'a pas parlé directement de Liam, Chloé et Owen, évitant toute mention qui aurait pu soulever des questions. Sa pensée principale était exclusivement dirigée vers Sarah et son triste état. Il semblait qu'il ne cherchait pas à trouver quelqu'un ou à comprendre ce qui s'était exactement passé, mais seulement à fixer dans l'esprit du public une image claire. Sarah est coupable, mais sa culpabilité est sa maladie. Dès le lendemain de l'interview, un événement s'est produit qui a encore plus alerté l'inspecteur. La surveillance financière a enregistré que David s'était adressé à une banque locale pour demander une évaluation officielle de la valeur de la ferme. Il a invoqué la nécessité d'une éventuelle vente rapide de la propriété pour couvrir les frais médicaux et ses dettes personnelles. À première vue, cela semblait tout à fait logique et justifié, compte tenu de ce qui s'était passé dans la famille. Mais un inspecteur expérimenté a remarqué que de telles actions sont généralement entreprises beaucoup plus tard, lorsque toutes les autres voies sont épuisées. Dans cette situation, David agissait très rapidement et de manière décisive.
comme s'il avait un plan clair à l'avance et savait ce qu'il fallait faire ensuite. Miles a décidé d'observer plus attentivement le comportement de David et a découvert plusieurs autres détails mineurs mais suspects. Par exemple, selon les voisins, quelques jours seulement après la disparition, David a retiré de la maison la plupart des effets personnels de Sarah, y compris ses vêtements et ses objets personnels. Officiellement, il a expliqué cela par le fait qu'il lui était difficile de voir des rappels de ce qui s'était passé. Mais du point de vue de l'enquête, un tel comportement n'était pas tout à fait typique. Le plus souvent, les gens essaient de conserver le plus longtemps possible les affaires d'un être cher en espérant qu'il revienne. Tout cela formait une image étrange et contradictoire. L'inspecteur avait devant lui un homme qui, formellement, ressemblait à une victime, mais qui en réalité agissait avec le sang-froid d'une personne résolvant ses propres problèmes, et non d'un père et d'un mari en deuil. Son calme, sa volonté de régler immédiatement les questions financières et sa tentative de fixer dans la conscience publique l'image de Sarah comme unique coupable, tout cela obligeait l'inspecteur à surveiller attentivement chacun des pas de David. C'est pourquoi l'inspecteur Miles a pris la décision de demander officiellement le détail de ses appels téléphoniques et de ses données de déplacement pour la période précédant la disparition de Liam, Chloé et Owen. C'était la première action officielle qui signifiait qu'aux yeux de l'enquête, David était désormais également considéré comme potentiellement suspect. Bien que dans l'espace public, il apparaisse toujours exclusivement comme une victime des circonstances, pour la police, son comportement soulevait déjà de très sérieuses questions. Pour l'inspecteur, ce fut un tournant important. Jusqu'à présent, l'enquête s'était principalement construite autour de la version présentée par David lui-même, et presque personne n'avait mis en doute ses paroles. Mais maintenant, compte tenu de tout ce qui se passait, la police a décidé pour la première fois d'examiner également son rôle possible dans cette histoire. Les inspecteurs devaient comprendre ce qui se cachait derrière le calme et le calcul de David Jenkins. Un homme qui aurait dû être complètement accablé par le chagrin, mais qui parvenait en même temps à régler des questions financières et à façonner l'opinion publique sur sa femme. Et surtout, où Liam, Chloé et le petit Owen avaient-ils bien pu disparaître si les tombes étaient vides? Lorsque les inspecteurs ont reçu le rapport sur les déplacements du téléphone de David, ils ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus complexe qu'ils ne le pensaient initialement. Pendant tout ce temps, David avait insisté avec assurance sur le fait que la nuit de la disparition, du 2 au 3 septembre, il n'avait quitté la maison à aucun moment. Il décrivait en détail sa soirée, affirmant qu'il s'était endormi vers 11h et s'était réveillé vers 6h du matin, découvrant la maison vide et Sarah dans le salon. Son histoire semblait claire, logique et convaincante. Mais maintenant, l'inspecteur Miles tenait entre ses mains un document qui contredisait totalement les paroles de David. La technologie ne ment pas et ne se trompe pas. Miles le savait pertinemment, après de longues années de service. Selon le rapport de l'opérateur mobile, le téléphone de David Jenkins avait été localisé par des antennes relais loin de la ferme, à 200 km à l'ouest, dans la région d'un motel appelé Crossroads. Et cela s'est produit à 1h15 du matin, précisément au moment où, selon ses propres dires, il aurait dû dormir paisiblement dans son propre lit. Ce qui paraissait encore plus suspect, c'est qu'à 4h30 du matin, le téléphone se trouvait de nouveau à proximité immédiate de la maison des Jenkins. Cela signifiait que David avait fait un aller-retour assez long en une seule nuit, sans jamais en parler à la police. De plus, dans tous ses témoignages, il répétait constamment que cette nuit-là, il n'était même pas sorti dans la cour. Cette information brisait complètement son histoire soigneusement construite, qui commençait déjà à paraître définitive à la police. Pour l'inspecteur Miles, une telle découverte a été un tournant. Il voyait maintenant clairement que David induisait délibérément l'enquête en erreur. Miles a décidé de le convoquer immédiatement pour un nouvel entretien, pour voir comment il réagirait à cette nouvelle information. Lors de la conversation suivante, David a d'abord semblé surpris et a tenté de nier, disant que c'était impossible. Mais lorsqu'on lui a présenté les impressions des données, il a rapidement changé de tactique et a admis qu'il était effectivement près du motel cette nuit-là, mais prétendument pour être seul et réfléchir.
Lorsque l'inspecteur lui a demandé pourquoi il avait caché ce déplacement, David a répondu qu'il ne voulait pas que la police commence à le soupçonner de quelque chose dont il n'était pas responsable. Cependant, une telle version n'a absolument pas convaincu Miles. L'inspecteur comprenait qu'une personne normale, surtout dans une telle situation, n'aurait jamais caché des détails aussi importants. De plus, un voyage nocturne vers un motel éloigné alors que quelque chose de terrible et d'inexplicable se passait à la maison semblait complètement illogique. Pourquoi précisément à un motel? Pourquoi si loin? Pourquoi la nuit où, selon ses propres dires, Sarah était dans un état grave? Tout cela nécessitait des explications que David ne pouvait ou ne voulait pas donner. De plus, Miles a contacté l'administration du motel Crossroads. L'employé à la réception a confirmé qu'il avait bien vu un homme ressemblant à David cette nuit-là, bien qu'il n'ait pas pris de chambre et soit resté sur le terrain du motel que quelques minutes. En discutant avec l'inspecteur, l'employé a remarqué que l'homme semblait tendu, mais qu'il n'était pas seul. Une voiture avec le moteur en marche se tenait à proximité, dans laquelle se trouvait quelqu'un d'autre, mais il n'a pas pu le distinguer. Après ces témoignages, la police a été définitivement convaincue que David cachait quelque chose. L'enquête avait sa première raison sérieuse de douter de sa sincérité. L'inspecteur Miles a officiellement consigné cette contradiction et a demandé au parquet de modifier le statut de David Jenkins dans l'affaire. Il ne pouvait plus être considéré simplement comme un témoin. Officiellement, son statut a été changé en personne d'intérêt pour l'enquête. Cela signifiait que désormais, la police examinerait de plus près chacun de ses mouvements, chacune de ses conversations et chaque détail de sa vie. La décision de changer le statut de David a été une étape importante dans l'enquête. À partir de ce moment, l'attention de l'enquête s'est complètement déplacée de Sarah vers son mari, dont les actions divergeaient de plus en plus de l'image de victime qu'il tentait de créer. Et bien que Sarah reste formellement suspecte, il est devenu évident pour l'inspecteur que dans cette histoire, le rôle de son mari pourrait être bien plus sérieux et sombre qu'il n'y paraissait au début. La police devait maintenant comprendre pourquoi David s'était rendu de nuit au motel et qui était avec lui dans cette voiture. Plus important encore, l'enquête devait découvrir ce qui s'était réellement passé dans la nuit du 2 au 3 septembre et pourquoi David essayait si désespérément de le cacher. Pendant ce temps, les enquêteurs ont reçu de nouveaux rapports d'expertise qui pouvaient complètement changer le cours de cette affaire. Jusqu'à présent, il semblait que Sarah Jenkins se trouvait dans un état psychologique très grave, confirmé par ses écrits personnels et son comportement. Mais les résultats des recherches scientifiques ont présenté une image totalement différente. Le premier rapport à arriver fut celui du laboratoire de toxicologie. Les experts ont examiné des échantillons de cheveux de Sarah pour déterminer quels médicaments elle avait pris au cours des derniers mois. On s'attendait à trouver des traces de l'antidépresseur fluoxétine qui lui avait été prescrit et que, selon David, elle aurait dû prendre régulièrement. Mais, contrairement aux affirmations de son mari, la fluoxétine était totalement absente de l'organisme de Sarah. À sa place, les toxicologues ont découvert une autre substance, le zolpidem, un puissant sédatif provoquant somnolence, confusion mentale et perte d'orientation dans l'espace. Ce médicament n'avait jamais été prescrit à Sarah par son médecin traitant. Une telle découverte a obligé les inspecteurs à se demander d'où Sarah aurait pu obtenir ce médicament et pourquoi il se trouvait dans son organisme à la place du traitement prescrit. La question n'était pas seulement étrange, elle remettait sérieusement en question tout ce que David Jenkins avait dit sur l'état de sa femme. Le deuxième document important fut le rapport d'un expert graphologue qui avait étudié le journal de Sarah, précédemment présenté par David comme le principal argument contre elle. C'est ce journal, avec ses notes incohérentes et angoissantes, qui avait créé l'image principale de Sarah comme une personne à la psyché perturbée et une menace potentielle pour son entourage. Mais l'expert est parvenu à une conclusion inattendue. Les entrées du journal présentent des signes clairs d'imitation d'écriture. Le spécialiste a noté un tremblement artificiel caractéristique, une irrégularité excessivement soulignée des lettres et des particularités d'écriture inhabituelles pour une personne, qui apparaissent lorsque quelqu'un essaie de déformer consciemment son écriture naturelle. L'expert a indiqué sans détour dans sa conclusion
que le journal n'avait pas été écrit par une personne souffrant de réels problèmes psychiatriques, mais par quelqu'un qui voulait créer une illusion d'instabilité et d'anxiété. Pour la première fois, l'enquête était confrontée à une preuve réelle que l'une des principales pièces à conviction présentées par David était une contrefaçon. Les résultats obtenus ont complètement détruit la version officielle des événements, dans laquelle Sarah était la principale suspecte. Les inspecteurs se trouvaient face à une réalité entièrement nouvelle. Sarah pouvait ne pas être une criminelle, mais la victime d'un scénario soigneusement planifié. Et la question principale devenait maintenant de savoir qui avait organisé ce scénario et pourquoi il s'était si méticuleusement efforcé de présenter Sarah comme une personne souffrant de graves troubles psychiatriques. Après ces conclusions, l'inspecteur Miles a réexaminé attentivement tous les éléments précédents du dossier. Il est devenu évident que depuis le début, toutes les informations qui prouvaient si jean-vincantement la culpabilité de Sarah provenaient d'une seule personne, David Jenkins. C'est lui qui avait remis le journal à la police. C'est lui qui avait activement insisté sur le fait que Sarah était en dépression sévère et prenait constamment des antidépresseurs. Mais maintenant, l'enquête disposait de données irréfutables qui contredisaient totalement ses paroles. De plus, les enquêteurs ont compris que l'état de Sarah, qui était auparavant expliqué uniquement par sa maladie mentale, pouvait maintenant très bien avoir été provoqué artificiellement, par ce même zolpidem dont les traces avaient été trouvées dans son organisme. Quelqu'un avait délibérément remplacé ses médicaments et l'avait conduite à un état d'impuissance totale et d'incapacité à s'orienter dans ce qui se passait. Sarah n'était pas seulement devenue une suspecte. On l'avait transformée en suspecte intentionnellement et de manière réfléchie, étape par étape. Pour Miles et son équipe, ces conclusions ont été une découverte choquante. Jusqu'à présent, Sarah était perçue comme la seule coupable possible, et tous les efforts étaient dirigés vers la confirmation de sa culpabilité. Mais maintenant, l'image semblait complètement opposée. Sarah pouvait être une personne qu'on avait rendue coupable contre sa volonté et sa compréhension. Le véritable criminel avait pu agir librement et diriger le cours de l'enquête pendant tout ce temps. Maintenant, l'enquête devait réexaminer toute l'affaire et changer complètement de direction. Les inspecteurs ne pouvaient plus considérer David simplement comme un homme qui avait perdu ses proches et était devenu victime d'une tragédie. Trop de contradictions, trop de questions et de falsifications provenaient de lui. À partir de ce moment, Sarah a officiellement cessé d'être la principale suspecte. La police a commencé à l'apercevoir différemment, non pas comme une criminelle, mais comme une personne qui s'est retrouvée au centre d'une intrigue terrible et complexe. Les enquêteurs devaient trouver la réponse à la question de savoir qui était derrière tout cela et pourquoi David Jenkins avait si désespérément essayé de présenter sa propre femme comme une criminelle, détruisant ainsi sa vie apparemment parfaite. Après que la version de la culpabilité de Sarah a commencé à s'effondrer rapidement, la police a examiné encore plus attentivement les appels téléphoniques et les messages de David Jenkins. À première vue, sa correspondance semblait tout à fait ordinaire. Des appels professionnels, des échanges avec des voisins et des parents. Rien de suspect ou d'inhabituel. Mais bientôt, l'attention de l'enquête a été attirée par un numéro qui, jusqu'à présent, était passé inaperçu pour une raison quelconque. Au cours des derniers mois seulement, 157 appels et messages avaient été reçus de ce numéro par David. Un si grand nombre de contacts se produit généralement entre des amis proches ou des membres de la famille. Mais le propriétaire du numéro n'était pas enregistré dans le téléphone sous un nom quelconque, mais simplement désigné par les initiales AK. Cela a suscité un intérêt légitime chez les enquêteurs. Lorsque les policiers ont obtenu les informations officielles de l'opérateur de télécommunications, une toute nouvelle facette de cette histoire complexe s'est ouverte à eux. Le numéro était enregistré au nom d'une femme, Anna Carter, âgée de 29 ans, qui ne vivait pas à Brandon, mais à Calgary, à près de 1000 km de la ferme des Jenkins. Jusqu'à ce moment, son nom n'était apparu nulle part, ni dans les dépositions de David, ni dans les conversations avec les voisins et les connaissances de la famille. L'enquête ne savait pas qui était cette femme et comment elle pouvait être liée à David. Les policiers ont rapidement découvert un autre détail important.
Le 2 septembre, exactement un jour avant que David n'appelle la police et ne signale ce qui s'était passé à la maison, Anna Carter était arrivée à l'aéroport de Winnipeg, où elle avait loué une voiture. Cette information a immédiatement intéressé les enquêteurs, car la coïncidence des dates semblait trop suspecte. L'apparition d'une personne inconnue, qui avait contacté David des centaines de fois et qui se trouvait en plus à proximité immédiate des lieux des événements à un moment critique, ne semblait manifestement pas être une coïncidence. Les policiers ont rapidement vérifié les informations sur Anna. Elle s'est avérée être une personne, à première vue, sans aucun lien avec la vie de David et de sa famille. Elle résidait à Calgary, travaillait comme gestionnaire dans une petite entreprise et n'avait jamais attiré l'attention de la police. Mais plus les inspecteurs étudiaient ses déplacements et ses contacts, plus de questions se posaient. Il s'est avéré que la liaison entre David et Anna durait depuis au moins 1 an et que les appels et les messages qu'ils échangeaient étaient fréquents et longs. David n'avait jamais mentionné cette personne, même lorsqu'on lui posait des questions directes sur ses contacts proches. Tout cela indiquait qu'Anna, qui qu'elle soit, jouait un rôle important mais secret dans sa vie. Après avoir obtenu toutes ces données, les enquêteurs ont décidé de ne pas perdre de temps et ont immédiatement contacté la police de Calgary. Ils ont communiqué à leurs collègues tous les faits connus et ont demandé de mettre en place une surveillance discrète à l'adresse de résidence d'Anna Carter. L'opération d'enquête s'est soudainement étendue à 2 provinces. À partir de ce moment, l'affaire Jenkins est passée à un tout nouveau niveau de complexité et de gravité. La surveillance de la maison d'Anna a été mise en place immédiatement, mais elle se comportait de manière tout à fait calme et ne suscitait aucun soupçon chez ses voisins ou ses collègues. Elle se rendait au travail, sortait régulièrement faire des courses, rencontrait occasionnellement des amis. Son comportement n'indiquait pas qu'elle se cachait ou s'inquiétait d'une éventuelle découverte de son lien avec David. Néanmoins, la police a décidé de ne pas se précipiter et de ne pas entreprendre d'actions actives pour ne pas l'effrayer prématurément. L'inspecteur Miles comprenait que l'apparition d'une deuxième personne dans cette histoire, surtout si activement liée à David, pouvait complètement changer la compréhension de ce qui s'était réellement passé. Si David n'avait vraiment pas agi seul, cela signifiait que derrière la disparition de Liam, Chloé et Owen se cachait un plan clair et préparé à l'avance. Anna Carter pouvait être non seulement un témoin ou une connaissance, mais une complice, dont la contribution aux événements pourrait s'avérer cruciale. Désormais, les inspecteurs avaient une tâche des plus importantes, découvrir la véritable nature de la relation entre David et Anna. Ils devaient comprendre quels étaient exactement les objectifs de cette femme, pourquoi elle était venue précisément ce jour-là et quel rôle elle avait joué dans toute cette tragédie. Les réponses à ces questions pourraient non seulement expliquer les actions étranges et contradictoires de David, mais aussi faire la lumière sur le sort des disparus. Ce qui semblait être une affaire simple et claire s'était transformé en une enquête à plusieurs niveaux, couvrant plusieurs villes et de nombreux nouveaux protagonistes. Les enquêteurs ont commencé à creuser plus profondément dans la vie de David Jenkins, essayant de comprendre ce qui se cachait réellement derrière l'image de mari et de père aimant qu'ils s'efforçaient de créer. Ce qu'ils ont découvert a complètement détruit cette façade soigneusement élaborée. Lors de la vérification financière, il s'est avéré que la ferme, que tout le monde connaissait comme une entreprise familiale prospère, était en réalité au bord de la faillite. Au cours des 2 dernières années, les revenus n'avaient cessé de baisser, tandis que les dettes augmentaient à une vitesse alarmante. David s'était adressé à plusieurs reprises à la banque, essayant d'obtenir un prêt pour maintenir la ferme à flot, mais avait essuyé un refus à chaque fois. Sa dernière demande à la banque, cependant, avait une formulation complètement différente. Quelques semaines avant la disparition de Liam, Chloé et Owen, il avait déposé une demande pour un prêt important destiné à une entreprise qu'il comptait ouvrir dans une toute autre province, loin de Brandon et de sa famille. Cette découverte était déjà suspecte en soi. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. Les enquêteurs ont retrouvé et interrogé un ancien partenaire commercial de David, un homme qui avait quitté l'entreprise quelques années auparavant pour se consacrer à d'autres projets. Ce qu'il a raconté a été une révélation pour la police. Selon ce partenaire, David n'avait jamais voulu vivre la vie qu'il avait héritée de ses parents.
Il se plaignait constamment que la vie de famille l'étouffait et l'empêchait d'évoluer. Un jour, après un mois financièrement particulièrement difficile, il avait dit à son partenaire une phrase qui sonnait désormais de manière sinistre. « La famille est une ancre qui me tire vers le fond. Sans elle, je pourrais tout recommencer et enfin vivre comme je l'ai toujours voulu. » Ces mots prenaient une toute autre signification à la lumière des événements actuels. Il devenait évident que derrière l'image du père de famille idéal que David entretenait aux yeux de son entourage, se cachait un homme profondément malheureux et extrêmement ambitieux qui ne voulait pas admettre ses propres erreurs et échecs. L'instabilité financière de la ferme, les dettes et l'absence de perspective pesaient de toute évidence lourdement sur lui. Et au lieu de faire face à la situation ouvertement et honnêtement, David, semble-t-il, avait choisi une voie complètement différente. Désormais, l'enquête voyait clairement le mobile qui était resté jusqu'alors incompris. Il ne s'agissait pas simplement d'un désir de quitter sa femme ou de se débarrasser de ses responsabilités. David voulait complètement réinitialiser sa vie, se débarrasser des dettes, de la ferme et de la famille qui, selon lui, l'empêchaient d'avancer. Pour lui, la famille était devenue un obstacle, un fardeau qu'il voulait jeter pour enfin ressentir la liberté et construire quelque chose de entièrement nouveau. Dans le contexte de ces découvertes, la police a également découvert que sa relation avec Anna Carter n'était pas non plus un hasard. Les enquêteurs ont établi qu'Anna ne se contentait pas de maintenir le contact avec David. Elle faisait partie de son nouveau plan, de sa nouvelle vie, à laquelle il aspirait. C'est avec Anna qu'il comptait repartir de zéro, loin de ses problèmes passés. Au cours de l'enquête, il s'est avéré qu'elle était au courant de ses difficultés financières depuis longtemps et soutenait l'idée d'un déménagement et d'une nouvelle entreprise. Cela signifiait que la disparition des membres de la famille Jenkins avait peut-être été soigneusement planifiée bien avant les événements de septembre. Pour l'inspecteur Miles, cette information est devenue la preuve définitive que David non seulement induisait l'enquête en erreur, mais agissait également avec une intention claire et préméditée. L'image parfaite qu'il s'efforçait de maintenir devant ses voisins et les médias semblait maintenant absolument fausse. Toute sa peine, ses interviews et ses tentatives de présenter Sarah comme coupable étaient maintenant perçues comme faisant partie d'une manipulation bien pensée. Ainsi, une toute nouvelle image des événements s'est formée pour l'enquête. David Jenkins voulait se débarrasser complètement de sa vie antérieure et de toutes ses obligations pour commencer une nouvelle vie sans entrave. Sa famille n'était plus pour lui des êtres chers, mais un obstacle qu'il fallait éliminer. Tous les détails auparavant incompréhensibles, son calme, sa hâte de vendre la ferme, ses tentatives de présenter sa femme comme mentalement instable, s'inscrivaient désormais parfaitement dans cette logique sombre. Après avoir obtenu ces informations, les enquêteurs ont finalement formulé le mobile. Les difficultés financières et le désir de se débarrasser du fardeau des obligations familiales pour une nouvelle vie sont devenus la raison principale pour laquelle David aurait pu organiser un crime aussi cruel et complexe. La police comprenait maintenant clairement qu'elle ne devait pas seulement rechercher les disparus, mais aussi prouver que c'était bien David qui était derrière tout ce qui s'était passé et qu'il avait délibérément tenté de faire porter le chapeau à Sarah. Pour les enquêteurs, cela est devenu un point de départ clair pour une nouvelle étape de l'enquête, dans laquelle il ne restait plus aucun doute sur l'identité du véritable organisateur de cette terrible histoire. Lorsque David est entré dans la salle d'interrogatoire, il ne savait pas encore que les enquêteurs avaient déjà rassemblé tout le nécessaire pour l'inculper. Il avait l'air calme, même un peu sûr de lui, comptant probablement pouvoir à nouveau expliquer de manière convaincante n'importe quel soupçon. Mais cette fois, tout s'est passé différemment. L'inspecteur Miles a immédiatement posé devant lui un dossier contenant des impressions et des photographies. David l'a regardé d'un air indifférent, ne se doutant manifestement pas de ce qui se trouvait à l'intérieur. Alors l'inspecteur a commencé à énumérer calmement tout ce que la police avait réussi à établir au cours des derniers jours. D'abord, on lui a présenté les données des antennes relais, qui montraient clairement que dans la nuit du 3 septembre, son téléphone se trouvait près du motel Crossroads, et non à la maison, comme il l'avait affirmé à plusieurs reprises.
David s'est légèrement tendu, mais s'est vite ressaisi et a dit calmement que cette nuit-là, il avait eu besoin de prendre l'air et de rassembler ses esprits, et qu'il avait simplement oublié de le mentionner. Cela sonnait faux, mais David comptait manifestement sur le fait que la police ne pourrait rien prouver de plus. Mais l'enquêteur a continué, sans lui laisser de répit. Il a posé devant lui une photo d'Anna Carter, prise à l'aéroport de Winnipeg le jour même où les événements se sont produits. David, en voyant sa photo, a visiblement pâli pour la première fois de tout l'interrogatoire et a détourné le regard. Lorsque Miles lui a demandé directement qui était cette femme et pourquoi il avait communiqué avec elle plus de 100 fois, David a répondu sèchement qu'il ne l'avait jamais vue et ne savait pas de qui il s'agissait. Mais dans sa voix, on percevait déjà des notes de nervosité et ses mains ont commencé à trembler visiblement. L'enquêteur a fait comprendre à David qu'il perdait son temps à essayer de nier l'évidence. Puis il a lu calmement les résultats de l'expertise toxicologique qui prouvaient que Sarah ne prenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits, mais que l'on avait trouvé dans son organisme une substance complètement différente, un puissant sédatif que personne ne lui avait jamais prescrit. Lorsque ces mots ont été prononcés, David s'est tu, définitivement, et a simplement fixé la table, comme s'il essayait de se couper complètement de ce qui se passait. Maintenant, Miles exposait méthodiquement et avec assurance sa version de ce qui s'était réellement passé. Il a parlé de la falsification du journal, du remplacement délibéré des médicaments et de la manière dont David avait tenté d'utiliser l'état psychologique de sa femme pour faire croire à tout le monde en sa culpabilité. David continuait de se taire, son visage devenant de plus en plus tendu et fermé. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que la police puisse aller si loin dans son plan et tout démasquer si rapidement et avec une telle précision. Après une longue pause, l'inspecteur a proposé à David d'expliquer directement et ouvertement où se trouvaient Liam, Chloé et Owen, et de dire enfin quel avait été le rôle d'Anna dans toute cette histoire. Au lieu de répondre, David s'est brusquement rejeté en arrière sur sa chaise et a déclaré qu'il ne répondrait plus à aucune question et qu'il exigeait un avocat. Il était clair qu'il avait définitivement perdu le contrôle de la situation et n'avait pas l'intention de donner à l'enquête le moindre indice. Alors Miles a fait un signe de tête à son assistant, qui est sorti de la pièce. L'inspecteur a calmement informé David que son refus de coopérer n'arrêterait pas l'enquête, mais au contraire, l'accélérerait. 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte. Plusieurs policiers sont entrés dans la pièce et ont passé les menottes à David. Il n'a pas résisté, n'a pas prononcé un mot et a simplement suivi docilement les instructions des officiers, comme s'il comprenait que plus rien ne pouvait être changé. Pendant que David était escorté hors du bâtiment, Miles a donné l'ordre à l'équipe de surveillance de commencer immédiatement l'opération à Calgary, où l'on observait attentivement la maison d'Anna Carter depuis plusieurs jours. La police agissait maintenant rapidement et de manière décisive. Il était clair que le temps jouait un rôle crucial. Pour tous ceux qui suivaient le déroulement des événements, il est devenu évident que l'arrestation de David était un tournant clé dans l'affaire. Mais la tension n'est pas retombée. Au contraire, elle a atteint son paroxysme. Malgré les nombreuses preuves et les faits déjà établis, le principal restait inconnu. Où exactement avaient disparu Liam, Chloé et le petit Owen? Personne ne savait encore s'ils étaient en vie, dans quel état ils se trouvaient, et si on pourrait les retrouver à temps. Maintenant, tout dépendait de ce que l'opération à Calgary allait révéler. Anna Carter était le dernier espoir de l'enquête pour comprendre comment les événements s'étaient exactement déroulés cette nuit fatidique. Après l'arrestation de David, il est devenu évident qu'il n'avait pas agi seul, et le rôle d'Anna pourrait devenir décisif pour répondre à la question principale, ce qui était vraiment arrivé aux 3 disparus. Le matin du 5 novembre 2017, des policiers sont arrivés à la maison d'Anna Carter à Calgary. De l'extérieur, rien ne laissait deviner ce qui se cachait à l'intérieur. C'est Anna elle-même qui a ouvert la porte. Elle était surprise, mais n'a pas résisté et a laissé les policiers entrer en silence. Les officiers ont rapidement inspecté les pièces et au 2e étage, leur attention a été attirée par une porte décorée d'autocollants vifs et de dessins d'enfants. À l'intérieur se trouvaient 3 lits soigneusement faits, des dessins et des photos accrochés au mur. Des jouets étaient éparpillés sur le sol
et sur une table se trouvaient des cahiers et des crayons. Tout semblait si ordinaire et calme que les policiers se sont figés un instant, n'en croyant pas leurs yeux. Dans un coin de la pièce se trouvaient Liam, Chloé et le petit Owen. Ils avaient l'air bien soignés, vêtus de vêtements propres et étaient en bon état. En voyant des inconnus, Liam s'est immédiatement placé devant les plus jeunes, comme pour les protéger, mais s'est vite calmé en remarquant l'uniforme des officiers. Les policiers ont compris que le pire n'était pas arrivé. Les disparus étaient en vie et apparemment se sentaient au bien. Anna a immédiatement commencé à assurer qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a dit que David l'avait convaincue que sa femme était dangereuse et qu'il fallait de toute urgence emmener les enfants et les cacher d'elle. Selon Anna, elle l'avait cru et avait fait tout ce qu'il disait, sans même se douter qu'elle participait à un crime. Pendant tout ce temps, Anna s'était occupée de Liam, Chloé et Owen, essayant de créer une apparence de vie normale pendant que David réglait ses problèmes à Brandon. Lorsque l'inspecteur Miles a appris que les enfants avaient été retrouvés et étaient en sécurité, tous ceux qui suivaient cette affaire ont enfin pu pousser un soupir de soulagement. Pour la police, cela signifiait que l'affaire n'était plus considérée comme une tragédie, mais était officiellement requalifiée en enlèvement. Au lieu de chercher le coupable de ce qui ne s'était pas produit, les enquêteurs devaient s'occuper de ceux qui avaient froidement planifié et commis ce crime. Mais même après une telle percée dans l'enquête, de nombreuses questions subsistaient sur la manière dont David avait réussi à convaincre une inconnue de l'aider à détruire sa propre famille et jusqu'où il était prêt à aller pour commencer une nouvelle vie. Après son arrestation, Anna Carter a décidé de ne pas garder le silence. Elle a raconté en détail aux enquêteurs comment elle avait rencontré David, comment leur relation avait commencé et de quelle manière exacte elle s'était retrouvée impliquée dans toute cette histoire. Selon Anna, David était convaincant et insistant. Il disait que sa femme était devenue dangereuse, qu'elle avait perdu le contact avec la réalité et menaçait la sécurité de Liam, Chloé et Owen. Il persuadait Anna que seuls eux deux pouvaient les sauver et assurer aux enfants une vie normale. Anna a reconnu l'avoir cru entièrement et n'avoir jamais douté de ses paroles. Elle a raconté que le plan de David était simple. Elle prenait l'avion pour Winnipeg, louait une voiture et l'attendait près du motel Crossroads. David devait amener Liam, Chloé et Owen pendant la nuit pour que personne ne voie ni ne sache leur départ. Ensuite, elle devait les emmener discrètement à Calgary où elle attendrait avec eux l'arrivée de David après qu'il aurait réglé toutes ses affaires à la maison. Au début, tout s'est déroulé exactement comme prévu. Anna a rencontré David près du motel. Il lui a remis les enfants, qui dormaient profondément et ne se doutaient de rien. Elle a suivi ses instructions sans poser de questions superflues. Mais ensuite, les choses ont commencé à traîner. David avait promis d'arriver dans quelques jours, mais il reportait constamment son voyage, disant qu'il avait besoin de temps pour régler ses problèmes à Brandon. Anna a continué d'attendre, ne comprenant pas toute la situation, jusqu'à ce que la police se présente à sa porte. Pendant l'entretien, Anna semblait sincère. Elle ne s'attendait manifestement pas à se retrouver complice d'un crime, mais elle comprenait clairement qu'elle avait commis une erreur en faisant confiance aux paroles de David. C'est pourquoi, lorsque l'enquête lui a proposé un accord, Anna a accepté presque immédiatement. Elle était maintenant prête non seulement à coopérer, mais aussi à témoigner officiellement contre David Jenkins, en racontant tous les détails de leur plan. Pour la police, ce fut un moment important. Ils disposaient maintenant non seulement de preuves indirectes et de pièces à conviction recueillies au cours de l'enquête, mais aussi du témoignage direct d'une personne qui était au cœur de toute cette histoire depuis le début. Le puzzle, qui semblait encore récemment confus et incomplet, commençait enfin à former une image claire. Il ne restait plus aux enquêteurs qu'à tout rassembler et à régler définitivement le cas de l'homme qui s'était montré capable de cela pour sa propre liberté. À ce stade, l'enquête avait déjà entièrement reconstitué les événements de cette nuit-là. Le 2 septembre, David est rentré à la maison plus tôt que d'habitude et a proposé de passer une soirée tranquille tous ensemble. Il a personnellement préparé du thé et du jus, y ajoutant au préalable un puissant sédatif acheté à l'avance et caché à sa femme.
Quelques minutes seulement après que tout le monde se soit couché, un silence complet s'est installé dans la maison. Vers 11 heures du soir, David est sorti, a démarré son pick-up et a soigneusement transporté Liam, Chloé et le petit Owen endormis sur la banquette arrière. Sarah dormait à ce moment-là, ne se doutant de rien de ce qui se passait à côté. David a tranquillement pris la route en direction du motel Crossroads, situé à environ 2 heures de route de la maison. À 1h15 du matin, il est arrivé au motel où Anna Carter l'attendait déjà. Elle avait loué une voiture spécialement pour que personne ne se souvienne de son propre véhicule. David lui a rapidement remis Liam, Chloé et Owen endormis, lui a expliqué une nouvelle fois ce qu'elle devait faire et est reparti sans délai. Vers 3 heures du matin, il est retourné à la ferme. Là, dans l'arrière-cour, David a creusé 3 petites fosses et a installé des croix en bois pour créer l'impression d'une tragédie qui n'avait en réalité pas eu lieu. Ensuite, il a pris la pelle de jardin et a délibérément laissé dessus les empreintes digitales de Sarah, qui était toujours sous l'effet du médicament. À 6 heures du matin, David s'est réveillé, comme s'il ne savait rien, et a commencé sa mise en scène. Il a appelé la police, s'efforçant de simuler le choc et la panique, accusant Sarah de la disparition des enfants et montrant qu'il était totalement convaincu de sa culpabilité. Tout a été fait de manière à ce que n'importe qui croie à cette version des événements soigneusement élaborée. Maintenant, grâce aux aveux complets d'Anna et aux preuves irréfutables, le tableau était définitivement clair. L'enquête n'avait plus de lacunes dans la mécanique du crime. Ils voyeront clairement ce qui s'était passé et comment cette nuit-là, mais même maintenant, alors que tout était devenu absolument transparent, il ne restait qu'une seule chose à comprendre. Jusqu'où un homme pouvait aller pour son propre profit et sa propre liberté. Le procès de David Jenkins a duré plusieurs mois. L'accusation a présenté des preuves irréfutables. Les données de téléphonie mobile, les documents financiers et le témoignage direct d'Anna Carter. David n'a jamais reconnu sa culpabilité, s'en tenant obstinément à la version du sauvetage de sa famille d'une épouse malade. Anna, au contraire, a pleinement reconnu sa participation et a coopéré. Cela a permis de reconstituer les événements et de confirmer définitivement la culpabilité de David. Finalement, David Jenkins a été condamné à 25 ans de prison. Anna Carter a reçu 7 ans avec possibilité de libération conditionnelle pour avoir aidé l'enquête. La justice a été rendue, mais ce qui est arrivé à la famille Jenkins restera à jamais une partie de leur vie. Après le procès, Sarah Jenkins a enfin pu reprendre une vie normale. Les médecins ont rapporté qu'elle avait entièrement suivi un programme de réadaptation et s'était remise de l'effet puissant des médicaments. Après 4 mois, elle est sortie de la clinique. Le tribunal a réexaminé son statut et l'a officiellement rétablie dans ses droits parentaux. Liam, Chloé et Owen se sont de nouveau retrouvés à ses côtés. Les services sociaux ont confirmé que Sarah pouvait s'occuper d'eux de manière autonome. La famille a vendu la ferme. L'argent a servi à déménager et à acheter une nouvelle maison dans une autre province, loin de l'endroit où tout avait commencé. Le tribunal a statué. Il est interdit à jamais à David Jenkins de s'approcher d'eux et de prendre contact avec eux. L'histoire de la famille Jenkins s'est terminée formellement. Le verdict a été rendu, la justice a été rétablie. Mais après tout ce qu'ils ont traversé, la vie ne sera plus jamais la même.